What's up guys, Guts MMA, on est back cette fois-ci pour UFC Fight Night Macau, je sais pas si je le prononce comme il faut, bref UFC China on va le dire là, comme ça. On est de retour après une semaine off, ça fait du bien pour de vrai, une petite semaine pas de UFC, ça faisait peut-être une streak de quoi, 9, 10 semaines sans arrêt, qu'il y avait des cartes tous les week-ends. Fait qu'une petite semaine plus smooth, ça a fait du bien là, de mon côté. On a rechargé les batteries, puis on est prêt à repartir ça en force. Fait que une carte quand même le fun. Beaucoup de match-up avec des noms qu'on connaît pas trop. Beaucoup de fighters de la scène régionale là, qui pull up pour la première fois. Donc, ça se peut qu'il y ait des noms qui ne vous sont pas trop familiers, mais je vais essayer de vous éclairer le plus possible. Puis avant de continuer, comme à l'habitude, si vous aimez les breakdowns, le contenu, n'hésitez pas à liker les vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à ma page Instagram, GutsMMA, parlez-en. Toute forme de support est appréciée. Puis si vous voulez pousser un petit peu plus loin, ça se passe sur Patreon, là, dans le cas où vous voulez avoir tous mes paris, ou juste si vous voulez supporter là, de X, Y manière, c'est là que ça se passe. Fait que voilà, guys, on commence. Fait que samedi, c'est à 4h du matin. Cette fois-ci, je pense pas être réveillé comme à UFC Australia. Je vais sûrement me lever pour la main card, fin des prélims. Puis je vais regarder, rewatch les premiers fights que je vais avoir manqués. Mais dans le cas où vous voulez écouter le live, ça débute là, assez tôt. Donc 4h samedi matin, 13 combats. Puis let's go, on commence ça direct avec le premier fight, si on est capable de cliquer dessus. On a Loma Lookboonmee qui va affronter Jacqueline Amorim. Fait que deux combattantes que vous connaissez probablement si vous suivez ça là, de moyen, de près ou de moyennement loin. Donc 10-4 pour Loma, 10-2 pour Jacqueline, qui est la favorite là, sur Tapology. Les deux ont 30 ans. Combat chez les Women's Strawweight. 5-1, 5-3, donc des combattantes assez petites. Amorim qui a tout de même un gros avantage de portée. Là, on parle quand même de 7 pouces de plus de reach. Mais à noter qu'Amorim, c'est une Jiu-Jitsu girl, donc c'est pas la genre vraiment qui va exploiter là, son avantage de portée debout. C'est deux combattantes justement très undersized qui peuvent probablement se battre à 105 ou voire très près là, si jamais il y avait une catégorie communauté qui est du côté de Lookboonmee à l'inverse là, des odds. Puis je pense que c'est encore sensiblement pareil. Loma a plus 110, vous voyez là. Toujours le underdog tag, elle avait ouverte à plus 2,10. Là. Ça n'a pas duré longtemps, mais ceux qui ont pris ça, très belle value là, à mon avis. Puis si on va regarder un petit peu Leader Girl, donc Loma Lookboonmee qui revient d'une défaite, quand même une défaite cuisante, on va dire. Ouais, c'est fait ragdoll pour la majorité du combat, mais contre Alexia Tainara, qui est une très bonne combattante, à mon avis. Je pense que c'était un rematch, je suis plus certain à suivre. Là. Mais Tainara qui a un bon jiu-jitsu, oui, peut-être pas du niveau de Jacqueline Amorim, mais elle a vraiment une bonne lutte créative, puis elle est très, très athlétique. Donc super rapide, forte physiquement. Explosive. C'est certaines qualités qu'on retrouve un petit peu moins du côté de Amorim. Fait que oui, Loma Lookboonmee, elle n'a pas la takedown defense parfaite. Elle peut se faire amener au sol. Elle peut se faire contrôler, mais elle a tout de même une takedown defense correcte. Je pourrais voir Amorim avoir du succès avec les amener au sol. Certes, c'est sûr qu'elle va essayer parce que debout, là, Jacqueline Amorim, elle est nulle à chier, on va le dire comme ça. Elle est lente, elle n'a pas de défense. C'est slow. Fait que non, écoutez, vous allez le voir samedi là, si jamais il y a des échanges debout. Mais bref, Amorim, elle va essayer d'amener le combat au sol vraiment early. Son jiu-jitsu est élite. Donc oui, ça pourrait arriver, mais je pense vraiment que si Amorim ne trouve pas des takedowns rapidement, donc au premier round, early deuxième, ça va être une tough night pour elle. Loma qui est une fille plus de Muay Thai, est beaucoup plus dynamique debout. Son striking est beaucoup plus technique. Elle mixe les kicks, les mains de façon de belle façon, est capable de lancer des combinaisons également. Plus mobile, son footwork, je crois qu'il est supérieur. Fait que debout, c'est vraiment un gros avantage pour Loma. Fait que vraiment, où le combat va se dérouler, c'est la question. Amorim, on le sait, là, très très agressive là, une fois le combat amené au sol. Vous voyez là, ses combats au UFC level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a minimum une sub-attempt officielle dans chacun de ses fights, voire jusqu'à 4 là, dans certains combats. Fait que super créative au sol et sneaky, c'est capable d'aller
d'avoir une opportunité qui se présente à elle. Elle la saisit sans hésiter. Puis son frame aussi, justement, est fait un petit peu plus sur le long, son avantage de portée, etc. Même au sol, ça peut aider à aller chercher des chokes que du monde plus short pour avoir plus de difficultés. Fait que bref, nasty Jiu-Jitsu. Je pense qu'en début de combat, elle est vraiment live pour trouver une soumission. Mais si ça s'extend, Amorim qui n'a pas vraiment un super conditioning, on l'a vu ralentir dans plusieurs combats. Contre du vraiment low level, elle va trouver une sub assez facilement, mais contre des filles un petit peu plus tough, elle peut tendre à avoir de la misère, puis justement, se faire expose late. On l'a vu contre Sam Hughes, là, c'était pas beau la fin de ce combat-là, même si elle a eu du succès justement early avec les sub-attempts, avec les takedowns, etc. Vous voyez, ça s'est tout passé au premier round pratiquement. Late, c'était vraiment pas beau pour elle, puis même contre Mizuki, c'était une grosse favorite, Jacqueline Amorim. Mizuki qui ne s'était pas battu depuis, je pense, 3 ans, qui avait eu plein de blessures. Finalement, Mizuki qui gagne une décision convaincante. Non seulement une décision convaincante, vous voyez, elle a eu des takedowns au début, Amorim, une sub-attempt, mais Mizuki qui l'a outstrike pratiquement du 3 pour 1. Gros knockdown au 3e round. Jacqueline Amorim, une fois fatiguée, late, a l'air vraiment soft au corps. Fait que je serais vraiment pas surpris que Loma, si on se rend au plus que 1.5 rounds, là, la deuxième moitié du second round et le troisième, je pense que ça va être Loma all day. Puis peut-être même qu'elle pourrait trouver un finish late, who knows. Fait que pour ma part, je suis vraiment partagé. J'ai vraiment de la misère à sider du côté de Amorim avec la dernière performance qu'elle nous a offerte. Puis de l'autre côté, il faut noter là, avec Loma, c'est vrai, c'est des infos qui sont publiques, là, qui ont été parlées par son coach justement, mais je pense qu'elle a des problèmes un peu de confiance / dépression. Fait que des fois, elle se présente dans ses combats, puis elle est comme pas toute là. Puis d'autres fois, elle va arriver Fight Night, puis c'est comme elle pourrait aller sur la lune, là, vous comprenez? Fait que c'est très up and down. Fait qu'on sait pas vraiment quel Loma qui va show up samedi. Pour ma part, il y a trop d'incertitudes pour prendre un side de façon claire et surtout pas le parier. Si j'étais forcé à prendre quelqu'un, j'aurais tendance à sider du côté de Loma, je pense, à plus money. À cause de tous les points d'interrogation, je veux dire, oui, Amorim peut avoir du succès early, mais dans la grande cage, ça va être plus difficile là, de sider, là, de cerner Loma Lubumé. Je pense que la mobilité peut lui donner des problèmes. Puis si Loma réussit à survivre le premier, early, deuxième round, ça va être elle qui va avoir le edge, à mon avis. Fait que, écoutez, on va commencer avec un underdog pick en Loma Lubumé. Next, on a Kangli Zhu versus Rodrigo Vera, 2 combattants qui vont faire leur UFC début, mais 2 combattants d'expérience. Et Zhu que vous connaissez peut-être de Road to UFC, qui ne sont pas des combats officiellement au UFC level, entre guillemets, on va dire. Mais bref, 2 fighters d'expérience. Kangli qui est 21-4 chez les professionnels, 21-1-1 pour Rodrigo Vera, qui est un slight favorite là, sur Tapology. Les odds qui sont resserrés là, d'ailleurs, donc le Péruvien qui va affronter là, Kangli Zhu sur son terrain là, en Chine. 30 ans pour les 2 gentlemen. Un combat chez les featherweight à 145 livres. Last weight, attends, c'est-tu bien 145 livres? Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Ouais, c'est ça, 145 livres. Donc 5-8 versus 5-7. La portée, on n'a pas celle de Vera encore, mais ça viendra. Communauté qui est quand même largement du côté de Vera et je tends à être en désaccord avec cela. Vous voyez les odds qui sont resserrés sur Tapology, là, quand Kangli Zhu qui était à plus 135, qui est rendu à moins 110 là, sur les Sharpbooks, ouvert à plus 210, énorme value. Je peux vous le dire tout de suite, si vous écoutez, j'ai un pari sur Zhu, je l'ai parié à plus 100. N'importe quel plus money tag sur son nom, je pense que c'est une belle value et qu'il y a des belles chances là, de gagner en ce spot. Fait que underdog qui est live. Puis si on regarde au niveau du match-up, je dirais que Kangli Zhu est plus un striker versus Rodrigo Vera qui peut striker, mais il aime ça mixer le grappling. Je pense que c'est moins un striker naturel, travaille beaucoup en single shot. Il est vraiment moins rapide et explosif là, debout. Mais beaucoup de pressure, capable d'attaquer, oui, mais ultimement, souvent c'est pour close the range, puis essayer d'amener le combat au sol. J'aime pas trop sa défensive, donc Vera qui a une très high guard, qui se shell comme ça ici. Puis contre un Kangli Zhu qui bouge bien, puis qui a un striking supérieur à mon avis, et qui travaille très bien le corps, je pense que ça va lui créer des belles ouvertures là, pour travailler là, au niveau du body. Kangli Zhu là, qui a quand même beaucoup de KO à sa fiche, qui est 12-0 au knockout.
Et ces 12 victoires par KO sont tous au premier round. Fait que le dude, il pack a punch, il est capable de trouver là, des finishes. Puis son ground game, on l'a vu, il y a quand même un anti-grappling qui est bon. Il est difficile de à amener au sol. Il est difficile à maintenir au sol, puis de soumettre, je pense que c'est pas partie facile. Il y a 4 défaites. Il s'est fait soumettre une seule fois là, sur les 4. Puis si on regarde un petit peu une autre chose que j'aime bien, c'est quand Griso, on l'a vu affronter beaucoup là, de grapplers ou du monde qui voulait l'amener au sol, ben beaucoup. Récemment, on l'a vu 2 fois. Vous voyez contre Shin Haraguchi, qui est un lutteur, là, si je ne me trompe pas, de niveau olympique, là, un lutteur asiatique. Là, vous voyez, 16 takedowns. Mais still, vous savez ce que je pense de ça. Tu réussis à takedown 16 fois ton adversaire, c'est qu'il se relève à chaque fois, qui est difficile à contrôler. Vous voyez, 16 takedowns sur 33 attempts. Donc, il est capable de travailler son way back sur les pieds. Si jamais il se fait amener au sol, il ne va pas rester sur son dos. Il va essayer de travailler. Puis, il a tout de même réussi à outstrike son adversaire puis gagner la split decision. Son dernier combat contre Shibin, combat très serré également. Vous voyez, 2 split decisions. Encore une fois, il s'est fait takedown à 4 reprises. Sur combien d'attempts? Sur 7, donc une moyenne un petit peu plus élevée. Mais il ne give up pas trop de control time, puis réussit à les placer les coups, là, je dirais, les plus marquants, significatifs là, debout. Fait que je pourrais voir un scénario semblable où Rodrigo Vera tente beaucoup de takedowns, en réussit quelques-uns, cumule du control time. Mais Zukanji qui fait travailler Vera et qui réussit à emporter les gros moments debout, les grosses séquences avec les coups les plus explosifs qui font le plus là, de dégâts. À noter aussi que Kangli, justement, qui est à domicile. Et Rodrigo Vera, en tout cas, ça, c'est toutes des spéculations. Là, on ne peut pas tout savoir for sure. Mais il y a une saison de Ultimate Fighter qui est en tournage ou qui vient de se terminer. Mais évidemment, on n'a aucune idée de qui sont les gagnants, comment ça s'est passé avant que la série soit diffusée là, semaine par semaine, comme ils font chaque fois. Et Rodrigo Vera, actually, était à The Ultimate Fighter. Donc, s'il se bat demain, c'est un remplacement short notice en passant, c'est vraiment un autre facteur à considérer. Là. Combat qui a pris à peu près à 3 semaines d'avis à l'autre bout du monde en Chine, fait que c'est pas un easy task aussi, ça va compliquer un petit peu les choses pour lui. Mais bref, s'il était à la saison de Ultimate Fighter, puis il est déjà sur une carte UFC pour un remplacement short notice, c'est sûr qu'il n'est pas en finale de Ultimate Fighter. Ils ne vont pas mettre leur finaliste sur une carte de UFC avant même que la finale ait lieu. Fait qu'il y en a beaucoup qui disent que peut-être qu'il aurait perdu en premier round à Ultimate Fighter. Vous voyez, il y a une défaite officielle là, pro. Il a battu des adversaires quand même de qualité sur la scène régionale, il faut le mentionner. Là. Mais s'il a perdu à Ultimate Fighter, même si ça ne va pas show up là-dessus, ça peut rester une défaite. Sinon, peut-être qu'il s'était blessé juste avant que le casting commence, quand il aurait dû se battre, puis finalement ils ont donné une autre opportunité. On ne sait pas, on va le savoir dans quelques semaines, quelques mois. Mais ça reste tous des facteurs, des intangibles qui ne sont pas de son côté. Fait qu'à mon avis, Kang Jizu, il devrait être un léger favori là, en ce spot. Je pense que son striking, son athlétisme, sa physicalité va faire là, une différence ici et qu'il va être capable là, d'emporter la victoire à domicile. J'aurais tendance à dire, par contre, une décision, le Vera, qui semble assez durable. Là. Donc, let's go for the decision. Next, on a Angela Hill qui va affronter Jing Yang Xiong de Panda. Angela Hill, que vous connaissez très fort probablement, 18 et 16 là, chez les rangs professionnels du côté de Hill, 19-2 pour de Panda, on va l'appeler de Panda, qui est quand même une grosse favorite là, en ce spot. 41 ans versus 38 ans, fait que la chinoise qui n'est pas nécessairement toute jeune non plus, même si on s'entend, là, 41 ans, ça commence à être âgé pour le monde des mixed martial arts. Donc, combat chez les strawweight féminines, 5 et 3 versus 5 et 5. La portée identique, 64,5 pouces. Communauté du côté de Xiong. Puis les odds, je pense que ça s'est resserré quand même pas mal. Là. Vous voyez, Hill qui est rendu à plus 165 et Xiong à moins 190. Fait quand même un gros line movement de ce côté-là. Puis je peux comprendre. Si on regarde Angela Hill, elle était à combien au début? À plus dans 250, plus 210, je pense que ça peut être décent comme pick. Comme play, du moins, je pense qu'il y a un peu de value, mais je pense qu'Angela Hill risque de perdre ce combat plus souvent qu'autrement. Pas que Xiong est phénoménal. Pour ceux qui ne la connaissent pas, championne de One Championship, quand même multiple time. Vous voyez là, beaucoup de title defense à sa fiche.
pas nécessairement contre les filles de plus haut calibre, là, c'est quand même digne de mention. Affronter un niveau d'adversité beaucoup moindre là, que Angela Hill au fil de sa carrière. Puis honnêtement, quand je vais la regarder sur tape, c'est pas une combattante phénoménale. Elle me fait penser un petit peu à Jessica Andrade, mais version un peu plus cheap, là. Version Wish, dans le sens où oui, elle cogne très fort, mais c'est pas technique. Elle swing des gros hooks de ses hanches. Elle enchaîne les gros crochets gauche-droite, gauche-droite. C'est pas sharp, c'est pas beau nécessairement. C'est juste des gros wild hooks. Puis ben, pour la division, elle cogne fort. Fait que si elle a réussi à clipper ses adversaires, elle peut les dropper. Mais c'est pas nécessairement une striker élite là, by any means. Quand même une bonne physicalité. Elle peut se faire amener au sol, elle peut se faire contrôler. Mais je pense que sa force l'aide à défendre les takedowns. Puis de l'autre côté, Angela Hill, c'est pas nécessairement une très grande lutteuse non plus. On l'a connue pour son striking au fil de sa carrière. Puis quand on regarde un petit peu Hill, on l'a dit 41 ans, mais on voit tellement un gros déclin là, de sa part. Là. Si on va regarder, mettons, ses combats contre Denise Gomez en 2023, avec 38 ans, de fight en fight, on peut voir qu'elle commence à ralentir vraiment, littéralement, je dirais, moins vite, son footwork moins efficace un petit peu, sa vitesse de réaction, ses réflexes, sa défensive, on dirait que tout est moins là. Mixer des takedowns quelques fois là, dans ses derniers combats, elle devrait lutter ici. Évidemment, ce serait un très bon game plan de sa part. Est-ce qu'elle va le faire? Je ne sais pas. Puis est-ce qu'elle va avoir du succès à lutter avec Xiang Jingyang? I don't know. Jingyang n'a pas un menton nécessairement légendaire non plus. Puis elle est tellement ouverte dans ses attaques avec ses gros crochets que oui, c'est possible de la contrer assez facilement si elle est contre une bonne counter-puncher. Fait que Angela Hill pourrait exploiter cela. Mais elle risque de se faire toucher solide également. Puis à son âge, avec le déclin physique et de toutes ses capacités que j'ai mentionnées plus tôt, j'ai vraiment de la misère à backer Angela Hill. Pour moi, en termes de bet, c'est un gros stairway all around. À moins d'un long shot, un genre de Xiang Yang by knockout. Oui, Angela Hill s'est jamais fait KO. Mais son dernier combat contre Fatima Klein, je veux dire, il y avait 15 secondes de plus à ce combat-là, puis c'était probablement terminé. Fait qu'on voit que sa durabilité commence à crack, puis contre une combattante aussi dangereuse, contre Jiang, qui a quand même, faut le mentionner, elle a 19 wins pro, puis elle a 11 knockouts. Fait que pour une combattante à 115 livres, c'est très peu commun. Fait que pas impossible. Les odds pour un Jiang Yang knockout, c'est plus 500-ish, je pense, dans ces eaux-là. Fait que ça pourrait être un side intéressant, mais en termes de moneyline, etc., j'ai pas vraiment d'intérêt. Vous voyez, plus 5,97, là, meilleur prix. Fait que ça pourrait être a little poke. Est à domicile aussi, Hill qui va flyer en Chine. Fait que bref, pas un pick super confiant, mais pour la victoire, je vais quand même la donner là, à la chinoise ici. Puis si c'est un combat qui avait lieu il y a 3 ans, je pense que Hill, elle devrait être favorite clairement. Mais là, son âge là, commence à la rattraper. Fait que donnez-moi Jingyang Xiang. J'aurais tendance à dire décision, mais le knockout à plus 500, ça me titille un peu. Prochain combat, on a Ray Tsuruya versus Luis Gurule. Tsuruya qui est 10-1 chez les pros, Gurule 11-3, qui vient tout juste de sauver sa carrière là, au UFC level. On l'a vu se battre il y a 2 semaines. Gros turnaround, Ray Tsuruya qui a perdu son adversaire, Gurule qui jump in là, à 2 semaines d'avis. Il revient d'une grosse guerre de 3 rounds contre Daniel Barrez. Puis là, il prend l'avion, il s'en va en Chine. Fait que quand même un gangster move, mais je pense pas que c'est nécessairement la meilleure idée là, pour sa part. 23 ans à l'aube de ses 24 ans versus 32 ans pour Gurule. Combat chez les flyweight, 5-6 versus 5-5 et quand même 4 pouces de plus de range pour Tsuruya. Encore une fois, là, un avantage de portée qui ne va pas tant être utile debout, puisque Tsuruya, c'est un gros grappler, la communauté qui est largement de son côté. Et je pense qu'il devrait rouler là, over Gurule. Tsuruya, par contre, à noter, il revient d'un layoff de quand même 4 mois. Puis des fois, c'est des red flags, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est quand même
un bon signe là, parce qu'il est tout jeune. On l'a dit, il n'a même pas 24 ans encore. Puis il revient de sa première défaite chez les pros. Puis pas contre n'importe qui. C'était contre Joshua Van, le champion. Fait que no shame. C'est quand même une victoire qui vieillit. Pas une victoire, pardon, une défaite qui vieillit quand même bien là, de son côté. Puis à 24 ans, il n'y a pas de signe de sortie qui a été blessé ou quoi que ce soit. Fait que je pense que s'il a pris 14 mois off, il a vraiment peaufiné sa game. Puis à cet âge-là, le progrès se fait extrêmement rapidement. Fait que d'après moi, on va avoir une meilleure version encore que Ray Tsuruya. Puis vous donner une idée de son profil, ben c'est un gros grapper de base avec une lutte incroyable. C'était un junior olympien là, de ce que j'ai trouvé. Un niveau de jiu-jitsu très élevé pour le MMA, super agressif avec les soumissions. Voyez, si on compte les combats de Road to UFC, là, il y a quand même 7 sub-attempts en très peu de temps. Puis même s'il y en a pas eu des officiels là, contre Hernandez, il a essayé d'aller chercher toutes sortes de subs là, dans ce combat-ci. Fait que Tsuruya qui a des takedowns très efficaces, très créatifs. Pour de vrai, là, vous allez voir probablement des types d'amener au sol que vous n'êtes pas habitué de voir. Des genres de arm throw. Il peut aller chercher des takedowns du clinch. Pour de vrai, là, c'est très très créatif, là, c'est sa takedown game. Il y a le conditioning pour lutter non-stop pendant 3 rounds. Le dude est dans shape, c'est phénoménal. Fait que très bon conditionnement physique. Puis on l'a dit, Jiu-Jitsu, là, il va aller hunt pour des tours. Je pense qu'il y a eu un twister sur la scène régionale. En tout cas, il essaie d'aller le rechercher contre Hernandez. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, là, des twisters à temp, là, mais juste dans le combat contre Carlos Hernandez, là, il essaie d'aller chercher des heel hooks, un knee bar, twisters, kimura, rear naked choke. Je veux dire, il peut aller chercher des subs de toutes les positions. Fait que le gars est vraiment nasty sur le tatami. Debout, par contre, c'est en développement. J'ai hâte de voir à quel point ça va s'être amélioré. Donc, c'est vraiment pas un striker naturel. Il n'y a pas une super bonne défense. Il y a le chin un peu up dans les airs. Puis, on l'a vu dominer, là, que ce soit à Road to UFC ou au UFC avant d'avoir rencontré Joshua Van. Je veux dire, Road to UFC, c'est pas des adversaires super high level nécessairement, mais Carlos Hernandez, c'est pas nécessairement un dude facile à out-grapple puis à contrôler. Puis Ray Tsuruya l'a vraiment dominé dans ce combat-ci. Contre Joshua Van, il y a eu des takedowns, mais ultimement, il n'a pas réussi à maintenir Van et à le mettre dans les positions qu'il voulait. On lui donne un pass, c'est Joshua Van. Je pense que Goulet, même s'il y a une lutte correcte, puis qu'il y a des scrambles corrects, c'est vraiment pas le même niveau que Ray Tsuruya. Goulet debout, il faut lui donner l'avantage ici. Je pense qu'il est meilleur, qu'il est plus efficace, qu'il cogne probablement même plus dur. Mais on l'a dit, il revient d'un combat il y a 2 semaines. Là. Donc sa carte de Holland versus Costa s'est battu contre Daniel Barrez. Puis vous voyez, là, c'est pas une walk in the park qu'il y a eu. Là. Il a reçu 113 coups significatifs dans ce combat-là. Grosse guerre de 3 rounds qu'il a gagné de façon convaincante, oui. Mais il s'est fait taper, il s'est fait piece up le calf, il s'est fait taper au corps, au visage. Je pense pas qu'il va être à 100% en arrivant dans ce fight-là. Puis par le passé, Goulet, on l'a vu se faire takedown à quelques reprises. Même dans ce combat-là, premier round, il a donné son dos à Daniel Barrez. Fait que s'est retrouvé là, avec Barrez en backpack au sol. Puis Barrez, il n'y a pas de jiu-jitsu là, de Ray Tsuruya, là, je vous confirme. Fait que s'est fait amener au sol, s'est fait prendre le dos dans le premier round, les premiers instants du combat. S'est fait takedown par Alden Correa, s'est fait takedown par Jesus Aguilar. Nick Piccinini l'a takedown 10 fois. Piccinini qui a été un lutteur de très haut niveau. Ça pourrait être un peu plus comparable là, à Tsuruya. Par contre, Piccinini qui n'a pas le jiu-jitsu skill set, à mon avis, là, d'un Ray Tsuruya. Fait que, bref, toutes les circonstances autour de ce combat-là me font pencher pour Ray. Il est plus jeune, son avantage au sol, je pense, va être très élevé. S'il ne trouve pas la sub, je pense qu'il va être capable de le take down, rinse and repeat, le contrôler, puis aller gagner une décision assez convaincante aux yeux des juges. Fait que donnez-moi Ray Tsuruya pour la win. La sub me titille, mais je pense pas que Goulet va être facile nécessairement à soumettre. Fait que sinon, la décision, je pense que c'est dans les plans également. Prochain fight, on a Aori Chilang versus Cody Aden, The Mongolian Murderer, Aori Chilang, qui est 26-12 chez les pros, 8-1 pour Cody Aden, qui est quand même un gros favori. Là, vous voyez le Chinois en ce spot là, versus l'Australien. Là, un gros underdog, le Chinois, versus un gros favori en Cody Aden. 32 ans versus 27 ans, combat chez les Bantamweight. 5-7 pour les deux gentlemen. La portée qui est pratiquement identique. Communauté largement du côté de Aden. Puis les odds, je pense pas que ça a bougé ben. Voyons voir. Moins 360,
moins 365, plus 290. Commence à avoir du plus 300 pour Aori Shileng sur certains spots. C'est quand même... ça me titille un petit peu, je vous avoue, à ce prix-là. Je pense que Cody Allen devrait gagner le fight. Mais à ces odds-là, par contre, moins 365, ça représente quoi? On parle de quasiment 80% de chance de victoire, je sais pas. Pour faire une histoire courte, je pense que Cody Allen, c'est vraiment un combattant supérieur dans pratiquement toutes les phases là, des mixed martial arts. Il a un gros background là, en arts martiaux. Il a commencé le taekwondo très jeune. C'est une black belt. Je pense qu'il a été 3 fois champion de boxe en Australie. Brown belt, j'étudie brown belt en jiu-jitsu, je suis plus certain, mais sinon je l'ai dit, il a gagné le jiu-jitsu Pacific Pan Am 4 fois en tant que blue et purple belt. Fait que le dude, il est complet, all around. Je pense qu'il est même plus mobile. Il a un meilleur mouvement de tête, clairement, là, que Aori Shileng. Il est plus technique. Sa boxe est slick. Vous allez voir là, comment il bouge, il esquive les coups, qu'il réplique. Il peut mixer les kicks au travers de ça et les takedowns. Fait que je pense qu'il est quand même très complet. Puis vous voyez 5 KO à sa fiche, 2 subs, une décision. Je pense que sa seule défaite, c'était contre Steve Erceg de mémoire sur la scène régionale. Et voilà, j'ai pas dit n'importe quoi. Fait que bref, le dude est bon. On va pas se mentir. Il a fait son UFC début contre Dan Argueta. Où il s'est fait quand même lutter beaucoup. Il a bien paru, un petit peu plus sloppy en fin de combat, mais c'était vraiment un fight à high pace où il a dû dealer avec beaucoup là, de scramble, de lutte, etc. Quand même aller chercher la victoire, vous voyez, 140 à 54, là, les coups significatifs, même pas proches. Sinon, soumet Billy Brand avec aisance là, à Contender Series. Un knockdown, une soumission, c'était quand même une belle exécution. Bon ground and pound au sol. Puis du côté de Aori Shileng, à ce point-ci, c'est un vet du UFC. Je pense pas que c'est un mauvais striker. Il y a quand même un bon pop. On l'a vu, là, il y a un hockey Cody Gibson. Là, c'était UFC Vancouver il y a quelques mois. C'était la première fois que Cody Gibson se faisait knocker. Ça a pris 21 secondes. Gros overhand, je me trompe pas, bien timé. Non, c'est un check hook. Il me semble qu'il feinte d'aller chercher la jambe. Overhand, puis il revient avec un gros check hook, sa babine. Fait quand même une belle performance. C'est fait outwork par Raul Rosas Jr. Quand même réussi à aller voler un round, je ne me trompe pas dans ce combat-là. Daniel Marcos, le PC up jusqu'à ce que le combat se termine en no contest. Là, il se faisait quand même dominer ici. Johnny Munoz, belle performance. C'est un peu du on and off, je vous dirais, du côté de Aori Shileng, qui est durable de carrière. La seule fois qu'il s'est fait knocker, c'était contre le chum Ayman Zahabi. Grosse performance là, de sa part. Fait qu'il est complet, il a plus d'expérience clairement. Il est pro depuis le double de temps là, que Cody Haddon. Il a le double, le triple, voire quasiment le quadruple de fight professionnel que Cody Haddon également. Fait que l'expérience va clairement de son côté. Peut-être un petit edge en power aussi. Mais sinon, je veux dire, il va falloir qu'il sorte des tricks de son chapeau, justement, dû à son expérience pour gagner ce combat-ci. Puis sinon, ce qui m'inquiète légèrement du côté de Cody Haddon, il est jeune, on l'a dit, mais il revient d'un lay-off de 19 mois. Fait que c'est quand même une longue pause, là, on va se le dire. Il s'en va se battre en territoire ennemi contre un vétéran de la game. Puis contrairement, mettons, à Ray Tsuruya qu'on parlait juste avant, lui, c'est parce qu'il était aux prises avec des blessures quand même assez sérieuses early dans sa carrière. Vous voyez, il y a eu 2 cancellations là, ici. Fait que c'est pas nécessairement un 19 mois off juste pour peaufiner ses skills parce qu'il a été obligé de rester là, sur les bancs hors de la compétition. Je pense qu'il y a plus de chances de gagner ce combat-là. Mais est-ce que je donne 80% d'équité sur la victoire? Ça, je ne penserais pas. Fait que value side, j'avais gun to my head, fallait que je mette un 10, je le mettrais probablement sur Aori Shileng. Mais encore une fois, en termes de bet, je ne suis pas sûr que je vais en venir à un ou l'autre. Cody Haddon également quand même relativement green au UFC level. Je ne l'ai pas encore vu manger des grosses patates. Comment son chin il va hold on. Si ça se turn en dogfight avec Aori Shileng, ce qui est possible. On a déjà vu Aori Shileng dans des grosses guerres. Comment qu'il va sortir de ça. Il y a eu un fight à IP contre Dan Argueta, mais qui est mostly un grappler. Là, Aori Shileng, c'est un striker. Fait que, si on a une grosse bataille debout, puis les deux sont bloody up, puis ça se rend l'aide dans le combat, comment il va réagir, je sais pas. Fait que, pour ma part, un petit peu trop de points d'interrogation qui l'entourent pour le dire que je le pique avec 100% de confiance. Et est-ce que ça va être mon pick? Je pense que Adam devrait gagner
ce combat-ci. Probablement une décision. Mais Aori Chilang pourrait rendre ça tricky puis causer la surprise, je crois, samedi. Next up, on a Meng Ding qui va affronter José Henrique. Meng Ding 35-9, grosse expérience, même si son UFC début 8-1 pour Henrique. Les odds near Upicam, China versus Brésil. 31 ans pour Meng Ding, mais pour vrai, vous allez le voir, là, on dirait qu'il y a 40. Puis il ressemble pas à ça pantoute. Ils ont dû se tromper de photo. Ils ont pris une photo quand il avait 19 ans. On dirait un imposteur là-dessus. 24 ans là, pour Henrique, vraiment plus jeune. Combat chez les 170 livres. Puis à noter le gabarit de Henrique pour la catégorie de poids. 6 pieds 3, 79 pouces de reach. Fait que quand même, la taille n'est pas un gros avantage, seulement un pouce. Mais la portée, tout de même un genre de 4 pouces de plus là, de range. Ding, qui est quand même un gros favori par la communauté Tapology. Je suis surpris. La communauté anticipe de la violence là, également quand on regarde les cotes. Est-ce que ça a bougé? Quasiment near Pick'em. Enrique Souza qui est un léger underdog ici. Puis je m'attends à un genre de car crash. Là, je vous avais Meng Ding. Il y a une grosse expérience, on l'a dit 35-9, fait que beaucoup de combats professionnels à sa fiche, ça fait quoi 44 fights à son âge, c'est vraiment énorme. Puis vous voyez, il y a quand même 28 victoires par knockout, fait que c'est la façon qu'il gagne ses combats le plus fréquemment. Il y a un background en kickboxing, son striking est quand même décent, faut l'avouer. Avait une shot à Contender Series contre Rami Ahmed, il était d'ailleurs favori pour l'emporter. On dirait qu'il n'a jamais réussi à starter la machine dans ce combat-ci. Il y avait de la misère à dealer avec la mobilité et le karaté stance de Rami Ahmed. Depuis avoir fait un combat dans la promotion du Rhea Faber. Quand même un drôle de fight. Où est-ce qu'il a réussi à emporter le titre contre Mirail Uzenov? Meng Ding qui se fait knockdown au premier round, il se fait knockdown au deuxième avant d'aller chercher son finish qui est un peu weird également. C'est une grosse guerre de tranchées. Les deux se knockdown 2-3 fois, mais il semble avoir un bon conditioning, une bonne résilience, il est capable de push through it puis finalement emporter la victoire. Mais bref, le dude n'a pas peur de brawler. Il veut échanger. Souvent, c'est ça qu'il va chercher à faire. Puis de l'autre côté, José Henrique, qui est aussi un striker, moins d'expérience clairement là, que Meng Ding. Il aime play out outside, donc une bonne mobilité tout de même là, pour son gabarit, il faut lui donner. Il bouge quand même bien, mais quand il se fait trap dos à la cage, il tend à être reckless. Fait qu'autant à distance, il utilise son jab, il utilise ses armes long range. Qu'il doit faire quand il est trappé dos à la cage, on dirait qu'il devient comme une espèce de chien enragé. Il swing des punches wild, il s'expose. Meng Ding, c'est drôle parce que c'est un peu la même chose, mais quand il crash dans le pocket, on a un que quand il se fait trapper dos à la cage, il devient reckless, puis il s'expose. Puis Meng Ding, lui, c'est quand il crash dans le pocket d'un coup, qu'il swing wild puis qu'il s'expose. Fait que je m'attends vraiment à quelque chose de weird. Là. Ils vont se faire toucher les deux à souhait. Ça babine, j'ai l'impression. Souza qui avait une chance à Contender Series contre Yusoku Kinoshita. Il s'est fait knocker assez solide au troisième round. Puis c'est pas une défaite qui vieillit très bien. Kinoshita qui a été signé au UFC. Mais par après, là, vous voyez 3 défaites par KO. Assez brutales. Là. Au UFC contre Fugit, qui n'est pas un très bon fighter. Au UFC contre Billy Ray Goff, qui s'avère pas être un super bon fighter. Puis, sa scène régionale aussi, il s'est fait geler. Fait que c'est pas nécessairement une défaite qui vieillit bien là, pour le jeune. Par contre, 24 ans, il vient d'un bon layoff. Il y a eu des cancellations aussi. Je suis pas certain que c'est à cause de blessures, par contre. C'est à vérifier. Fait que j'ai hâte de voir. Il va probablement avoir fait du progrès. Dans Grande Cage contre Meng Ding, ça va lui donner une chance. Par contre, encore une fois, c'est un combat à l'autre bout du monde. Est-ce qu'il est habitué là, de se déplacer aussi loin pour un fight en territoire ennemi contre un Meng Ding qui a été signé pratiquement pour le fight? Ça leur prenait plus de combattants locaux. D'après moi, on voit souvent ça quand ils font des shows, que ce soit en Australie, au Canada, ou whatever. Même chose pour la Chine, parce que Meng Ding, il devait se battre, là, vous voyez, là, je pense, dans une couple de semaines, dans la promotion de Faber. Finalement, c'est cancellé. Il rentre au UFC pour affronter Henrique. Fait que dur à dire, j'ai tendance à aligner du côté du Chinois, mais les deux me semblent pas super viables. Je pense qu'il va y avoir des échanges de bout. Les deux vont avoir des moments. Je m'attends à beaucoup de violence dans ce combat-ci. Je serais quand même surpris de voir la carte aller
au juge. Mais Mending, qui a quand même un striking, je pense, un peu plus raffiné, qui a plus d'expérience, d'outils dans son sac, devrait être capable de edger ça. C'est lui qui va être sur le front foot, j'ai l'impression. Fait que s'il se fait pas clipper outcode, il pourrait se faire clipper, drop et revenir comme son dernier fight. Là, je pense qu'il va réussir soit à aller knocker José Enrique Souza, qui n'a pas une super bonne défense quand il est au close range ou contre la cage, ou bien là, aller emporter une décision assez serrée là, au niveau de la carte des juges. Next up, on a Luis Felipe Diaz qui va affronter Yi Sakli. Diaz qui est 16-5 chez les pros, 8-1 pour Yi Sakli. Luis Felipe Diaz favori là, sur Tapology. Je pense que ça l'a même enflé un petit peu. Brésil versus Corée du Sud. 31 ans versus 26 ans. Combat listé chez les welterweight ou chez les middleweight. Je ne suis pas certain. Ok, middleweight, c'est ce que je me disais. 185 livres, évidemment. 5 et 10 versus 6 pieds. La portée qui est identique. Communauté qui favorise Diaz ici. Et c'est également mon pick. Je vais probablement même avoir des actions sur lui. Vous voyez, moins 172 au meilleur prix. Straight up sur Moneyline, ça me parle. Peut-être un petit peu par soumission, ça pourrait m'intéresser également. Luis Felipe Diaz, que vous avez peut-être vu à Contender Series. C'était-tu la dernière saison? Je pense que oui. Contre un dude pas nécessairement super high level, mais il est allé chercher beau finish là, au deuxième round, un rear naked choke. Luis Felipe Diaz qui a un excellent jiu-jitsu, donc black belt assez avancé. Il y a 8 soumissions à sa fiche, mais il y a aussi 8 KO. Fait que c'est un finisher sur ses 19 wins. Pas sur ses 19, pardon, sur ses 16, je pensais qu'il y en avait 17. Mais bref, il y a presque toutes des finishes. Là. Vous voyez, là, 7 KO, 8 subs sur ses 16 victoires. Fait que habituellement, c'est de cette façon-là qu'il procède. Vous voyez beaucoup de rear naked choke, mais il y a aussi des soumissions un peu plus funky sous le heavy stretch. On ne voit pas ça là, tous les jours. Rear naked choke, arm bar. Fait qu'il est capable d'aller chercher là, toutes sortes de subs extrêmement physiques. Je ne sais pas si vous l'avez vu à Contender Series, mais le dude, il était sur des sapristis de bonnes protéines. Vous pouvez voir, là, allez checker le fight, là, il est massif. Là. D'après moi, il n'a pas été testé pour les PED ou il a passé des morts du filet, je peux pas croire. Ripped as fuck, c'est une unité, ce mec. Fait que, bref, Jiu-Jitsu guy très très fort, très physique également, vous le voyez à sa shape, là, très grosse physicalité, capable d'amener le combat au sol de X, Y façon. Son striking, pas le plus peaufiné, on va dire, même que c'est pas très technique, un peu broche à foin là, comme style de striking, mais il cogne super fort, puis il est quand même down de trade, là, dans le sens où si la personne rentre dans le pocket, ben, il n'aura pas peur d'échanger avec l'autre, il ne va pas essayer de se sauver nécessairement là, de l'action. Fait que quand même plaisant à voir. À Contender Series, premier round, il y a eu quand même des takedowns, mais pas énormément de contrôle. Puis c'est pas acharné tant que ça, on dirait, à garder le combat au sol. Puis au deuxième, aussitôt qu'il a réussi à amener le fight à terre, ben, on dirait qu'il y a vraiment ragdoll Donovan Edric. Puis c'est là qu'il y avait l'avantage parce que debout, là, autant son striking est vraiment pas peaufiné techniquement à l'offensive, que sa défensive est assez poreuse aussi. Mais pourquoi ça ne m'inquiète pas tant dans ce match-up-là? Ben, c'est parce qu'il n'est pas contre un striker non plus. Yi Sakli, c'est un peu plus un grappler également, un gros background de judo, une bonne submission game aussi. Vous voyez, 3 soumissions là, à sa fiche, mais c'est pas le niveau là, de Luis Felipe Diaz. Yi Sakli, qui oui, est capable d'avoir un gros edge au sol sur la scène régionale coréenne, mais là, je pense que contre un mastodonte, un master du jiu-jitsu contre Luis Felipe Diaz, ça ne sera pas le cas. Son striking est peut-être légèrement plus technique que Diaz, un petit peu plus certes, mais je ne suis pas certain qu'il est down de trade de la même façon que Diaz, puis je ne suis pas certain qu'il pack le même type de punch. Vous voyez là, c'est ça, un Van Fluke choke, on ne voit pas ça tout le temps non plus, rear naked choke. Fait, bref, efficace au sol, mais encore une fois, je pense pas qu'il a affronté personne de la trempe de Diaz au niveau du Jiu-Jitsu. Sa seule défaite en carrière, il s'est fait choquer également. Puis c'est ça, il n'est pas nécessairement super rapide debout, athlétique ou grosse force de frappe. Fait
ça m'inquiète pas tant. Puis j'ai l'impression que s'il se fait toucher solidement, ça pourrait être lui qui initie le grappling, donc qui essaye d'aller closer le range sur Diaz, de l'amener au sol lui-même avec un judo throw, whatever. Puis une fois au sol, j'ai l'impression que Diaz, même de son dos, devrait avoir un edge, devrait être capable de renverser la vapeur, de trouver un reversal, puis d'aller chercher des subs à thème. Fait que ma prédiction, ça va être Luis Felipe Diaz par finish. Quel type de finish, je sais pas. Je favorise la sub, mais qui sait, il pourrait trouver une position dominante en ground and pound, un mount ou un back mount, whatever, puis aller smasher avec du gros ground and pound. Le dude, il cogne fort. Fait que je crois qu'il peut terminer le combat de multiples façons. Donc, donnez-moi Luis Felipe Diaz là, qui va aller battre Yi Sak Lee à UFC China. Prochain fight, on a Alex Perez qui va affronter Sumudaer J de Tibetan Eagle. Je ne savais pas son nickname. Mais c'est nouveau là, pour ma part. 26-10 pour Alex Perez, 19-7 pour Sumu. On va l'appeler comme ça, Sumu. Les odds near Pick'em, là, c'est vraiment serré là, sur Tapology. Puis je pense même qu'encore sur les sportsbooks, c'est semblable. USA versus China. 34 ans versus 30 ans. Par contre, à noter, USA China, oui. Mais je pense que Sumu s'entraîne. Il est marqué, là, Sacramento. Mais je ne suis pas certain qu'il a fait son fight camp en Chine non plus pour ce combat-ci. Il doit quand même faire le déplacement, etc. 34 ans, 30 ans, combat chez les flyweight. Est-ce que Perez va faire le poids? C'est une autre bonne question. Sur l'attente de voir la pesée pour vous faire une meilleure idée. 5-6, 5-8, gros avantage de reach là, pour Sumu. Vous voyez là, quasiment 7 pouces de plus de reach. Communauté qui favorise Perez. Puis du côté des odds... vous voyez Perez qui est rendu un plus gros favori un petit peu en ce spot. Je peux comprendre pourquoi, mais je pense que c'est un combat qui play out quand même serré. Alex Perez qui revient d'une petite résurgence, il m'a coûté cher à son dernier fight. J'étais vraiment pas high sur lui contre Charles Johnson. J'avais beaucoup d'actions sur Charles Johnson. Puis finalement, il va chercher le knockout au premier round. Réussi à chin-check Charles Early, qui s'est jamais vraiment remis de ça, réussi à récupérer pleinement, puis il l'a pas laissé off the hook, il a poussé le pace, il l'a fini. Mais si on regarde auparavant, Perez qui était sur un long lay-off quand même, puis qui n'avait pas le look particulièrement good dans ses derniers combats. Du moins, il a look good d'une certaine façon jusqu'à ce qu'il ne le look plus. Je vous explique dans un instant. Il a fait face à beaucoup de blessures très importantes, entre autres face à Tatsuro Taira, mais aussi entre ses camps avant. Ça, il y a déjà eu des gros problèmes là, de blessures. Vous voyez toutes les cancellations là, qu'Alex Perez il y a eu. Je pense qu'il y a plus de cancellations au UFC Level que de fights actuellement. Mais sinon, si on regarde son skill set, ça reste un bon fighter. Il y a une bonne boxe, quand même dur pour la division. Il y a une très bonne lutte. La lutte qui a été un problème de Sumu pendant très longtemps. Si on regarde ses défaites là, au UFC Level, c'est contre le best of the best. Là. Voyons voir ici Alex Perez. Là. Si on part du début, là, vous voyez, il a perdu contre Joseph Benavidez. Il s'est fait knocker au premier round. Mais autour de ça, vous voyez quand même là, plusieurs wins. Là. 4 wins de suite, il a perdu 3 wins de suite. Ensuite, il a perdu title fight contre Figueiredo, no shame. Il s'est fait soumettre par Pantoja, no shame. Il s'est fait battre décision relativement serrée par Mokaev, qui est un excellent fighter. Tatsuro Taira, no shame. Asu Almabayev également, qui est un très bon fighter. Fait qu'il perd vraiment contre les combattants élites. Est-ce que Sumu, c'est digne de cette trempe-là? Je ne suis pas certain. Par contre, Alex Perez, justement, il y a beaucoup de red flags avec ses blessures, son millage, etc. Puis souvent, quand il perd les combats, c'est lui son propre ennemi, dans le sens où il tend à look good, puis il va fumble le bag. Je pense qu'il y a des problèmes, peut-être, des fois, ça se passe aussi entre les deux, ça se passe beaucoup même entre les deux oreilles, le fight game. Fait autant il look good early que des fois, il fait une erreur, puis il échappe le combat au complet, il se fait soumettre. Ou knocké. Il y a un bon grappling, mais il y a quand même 6 de ses défaites par soumission. Sans dit long, il s'est fait knocker 2 fois également. Fait qu'en 10 défaites, il s'est fait finir 8 fois. Je pensais que Charles Johnson allait le terminer. Finalement, j'ai eu tort sur ce coup-ci. Fait qu'il arrive quand même de ce combat-ci avec un bon momentum, probablement un petit peu plus de confiance. Puis du côté de Sumu, qui est sur une bonne streak, également, il y avait beaucoup de on and off, on va dire, même de on et off. Au UFC Level, a des opposants similaires. Là, vous voyez, il s'est battu contre Charles Johnson également. Là.
à Alex Perez. C'est sa dernière défaite d'ailleurs. Un combat où c'était quand même serré. Premier round, je le donnais à Johnson. Deuxième, il dominait jusqu'à ce qu'il se fasse clipper. Puis troisième, je tends à le donner à Sumudaerji. Fait il s'est fait knockdown, il s'est fait brasser au deuxième round. Il y a des arbitres qui auraient probablement arrêté le combat, démontré une belle résilience, réussi à revenir puis à turn up the heat. Fait que c'est jamais fait knocker en carrière. Il y a 13 KO à sa fiche. Fait quand même des habiletés de finish chez les flyweights, ce qui n'est pas tout le monde qui a. Par contre, au UFC level, il y a un seul knockout. Fait que ça se traduit un petit peu moins bien là, contre du plus gros calibre. Contre Tim Elliott, Matt Schnell, vous voyez, auparavant, même Louis Smolka, il s'est fait soumettre. Il y a également 6 défaites par soumission en carrière. Il s'est fait exposer au niveau du grappling à maintes reprises, mais je pense que c'est quelque chose qui a vraiment travaillé les 2-3 dernières années. Puis il semble avoir fait beaucoup de progrès là, dernièrement dans cet aspect. C'est même lui qui a eu des takedowns là, dans son dernier combat, chose qu'on n'avait jamais vue au UFC Level. Non, on l'avait déjà vu une fois là, back in the days, mais vous voyez quand même 4 takedowns contre un grapper en Jesus Aguilar. Fait que si on regarde sa strike, Mitch Raposo, qui look juste à lutter, a eu des takedowns, oui. 6 takedowns, il y a eu 4 minutes de control time, 6 sur 19, fait que c'est quand même une bonne défensive d'amener au sol. Mais il y a outstrike Mitch Raposo, vous voyez 45-9, même pas proche. Contre Kevin Bojas, plus un striker, mais Sumudaerji, honnêtement, son striking était juste next level. 73-16, c'est ridicule comment il a outstrike Kevin Bojas. Il a tenté des takedowns, Bojas aussi, tout le monde a défendu, fine, fait quand même démontrer un anti-grappling correct ici. Belle win, beau showcase de son striking. Contre Jesus Aguilar, même chose, qui est un submission artist, on va dire, debout, il n'y a pas une tonne à offrir. Puis je pensais qu'elle allait réussir à trouver une sub ici. Finalement, elle a dominé debout, outstrike Jesus Aguilar, mais aussi 4 takedowns contre 1. Fait qu'il a out-wrestle le wrestler, ce qui est tout de même surprenant. Fait que clairement, là, sa lutte s'améliore offensivement et défensivement. Je pense qu'il est rendu beaucoup plus difficile à soumettre là, que back in the days, même s'il y a 6 défaites par sub. Debout, son striking est sharp, il a plus de portée, puis il s'en sort bien. Travaille bien au bout de son jab, ses tips, il a une bonne mobilité également. Fait que je pense qu'il y a l'avantage d'Alex Perez là, sur les pieds. Je pense qu'il a fait du improvement lately. Fait qu'il pourrait donner du fil à retordre à Alex, surtout si justement il ne se présente pas dans la meilleure des conditions, que ce soit physiquement ou mentalement. À ce prix-là, à Dog Money, je pense pas le parier honnêtement, mais si j'ai à faire un pic au prix actuel, je pense que je pencherais du côté de Sumudaerji pour le underdog play. Perez est live pour la victoire par contre. Il pourrait essayer d'out-wrestle Sumudaerji pour 3 rounds, mais sinon debout, je pense que il est capable d'aller chercher un edge. Puis s'il peut défendre là, la majorité des takedowns, également, ça va donner un petit peu de poids dans la balance de son côté. Fait que je vais pencher légèrement du côté du Chinois là, pour la victoire, mais c'est pas un high confidence pick là, non plus. Et next up, on a Jake Matthews versus Carlston Harris. Jake Matthews, le vet qui est 22-8 chez les pros, 19-7 pour Harris. Un gros favori quand même du côté de Matthews. L'Australie versus la Guyane, 31 ans versus 38 ans. Bientôt le 39 du côté de Harris. Combat chez les welterweight, 5 et 11, 6 pieds. Pour la portée, quand même 3 pouces de plus de portée pour Harris. Puis vous voyez la communauté largement du côté de Matthews. Je comprends pourquoi. Si on regarde là, les odds, je pense que même c'est un plus gros favori encore, moins 350. Puis écoutez, Harris en partant, on l'a dit, son âge. Je pense que ça n'a jamais été un combattant élite, by any means, même plus jeune. Là, rendu à l'aube de ses 39 ans, ça risque pas de s'améliorer. Le dos d'un weird striking, c'est pas propre, c'est pas clean. On dirait qu'il lance ses punches, mais ça arrive d'angles bizarres, il cogne fort. Fait que ça peut être quand même relativement fonctionnel. Fait qu'il y a du power dans ses mains, puis ça arrive de positions un peu weird, mais je pense que Matthews est beaucoup plus clean. Debout, sa boxe beaucoup plus technique, ses calf kicks. All around, là, debout, le striking de Jake Matthews est beaucoup plus haut niveau. Mais reste que du power, c'est du power. Fait qu'il pourrait se faire toucher quand même là, par Harris, puis se faire causer du dégât de cette façon-là. Niveau lutte jiu-jitsu, je tends à favoriser aussi Jake Matthews, mais Harris, qui est ceinture noire en jiu-jitsu brésilien et qui a tout de même 6 victoires par sub,
Sneaky Ju, c'est front choke qui est très opportuniste également. Vous l'avez vu, Anaconda choke contre Jeremiah Wells, aussi contre Aguilera early en carrière. Contre Wells, il se faisait battre pas mal toute le fight, puis finalement réussi à aller chercher la sub. Fait que opportuniste avec les subs à temp. S'il y a des échanges de grappling, Harris pourrait somehow trouver là, une position dominante et un choke. Jake Matthews qui a 4 défaites chez les professionnels là, par soumission. Par contre, à son âge, on le sait, il ralentit clairement. Puis il revient de deux défaites difficiles. Il s'est fait ice par Chaos Williams au premier round en 2024. Puis Ponzini Bio qui l'a TKO au troisième round. TKO qui, lui, s'est obstiné un petit peu sur le moment, mais il s'est fait beat down. Ça a été back and forth, les deux se sont piece up, il faut le mentionner. Mais Carlston Harris au troisième round qui se fait knockdown une fois officiellement, mais genre 2-3 fois, puis un standing TKO, il a subi beaucoup de dégâts. Puis il revient d'une pause de 16 mois, fait que je pense pas qu'il revienne dans une prime version à 39 ans, qu'il revienne deux défaites brutales. Je pense pas du tout qu'il va y avoir d'amélioration, voire probablement une régression assez flagrante. Matthews, je pense qu'il va gagner, mais en même temps, c'est arrivé des fois que Matthews, on pensait qu'il win, puis il a fumble le bag à quelques reprises. Pour son âge, beaucoup d'expérience. Il y a quoi au UFC? Il y a 19-7, je l'ai tu 15-8 au UFC. Fait que quand même, c'est quoi? C'est 23 combats au UFC level en 31 ans. C'est énorme. Il a fait beaucoup de progrès. Un combattant qui a maturé avec le temps, puis qui est rendu une genre de prime version, on va dire. Il était sur une belle séquence de win. Puis contre Neil Manny, j'ai perdu de l'argent sur ce fight-là. Il aurait dû gagner par sub à la fin du premier round. Du moins, sinon, un no contest. L'arbitre qui avait arrêté le combat à une seconde. Finalement, ça reprend. Domine le deuxième. Puis, au troisième round, Neil Manny qui fait du Neil Manny. J'ai encore des PTSD aussi de Neil Manny contre Mike Malott. Il m'a coûté cher à plusieurs reprises, le chum Neil. Fait que bref, c'est fait soumettre Darce choke. Fait que, who knows, Carlston Harris, un front choke, c'est pas impossible qu'il trouve ça. Vous voyez, son autre sub au UFC, une de ses autres, c'est contre Rocco Martin, Anaconda également. Sinon, guillotine contre James Vick, back in the days. Mais c'est 3 défaites par soumission au UFC. Ce sont des front chokes, une des spécialités de Harris. Fait que s'il y a des échanges de grappling, who knows qu'est-ce qui peut arriver. Mais sinon, je pense que Jake Matthews est nettement supérieur debout. Je pense qu'il est plus durable, je pense qu'il est plus complet, il est plus athlétique, il est plus rapide. Sa vision est meilleure, même sa lutte, je pense qu'elle est probablement meilleure aussi. Et Carlston Harris qui tend à fatiguer aussi avec le combat. Matthews, oui, des fois il ralentit late, mais je pense que c'est moins pire un petit peu que Carlston Harris à ce point-ci en carrière. Fait que je pense que Jake Matthews va gagner ce combat-ci. Est-ce que ça va être un finish? Est-ce que ça va être une décision? Je suis pas certain. Là, Jake Matthews, des fois des combats qu'on pensait qu'il allait avoir des finishes qui sont rendus décision. Et l'inverse également. Je pense à Chidi, justement, ici. Fait que difficile à dire, mais je pense que Jake Matthews a un bon step down en compétition ici, puis que c'est vraiment un match-up winnable là, pour lui. Fait qu'il devrait être capable de dealer avec le weird striking, le power de Harris, le jiu-jitsu threat pour aller chercher la dub. Donc donnez-moi Jake Matthews pour la victoire. Next, on a Kai Asakura qui va affronter Cameron Smotherman. Kai Asakura 21-6 chez les pros, 12-6 pour Cameron. Gros favori quand même là, du côté du japonais, 32 ans, 28 ans. Combat chez les bantamweight, donc Kai Asakura qui monte de catégorie de poids, si je ne me trompe pas, en ce spot-ci. La taille, léger avantage là, pour Smotherman et la portée pratiquement identique. Communauté largement du côté de Asakura. Puis c'est lui que je tends à favoriser aussi. Je pense que c'est un match-up vraiment à sa portée de main. Au niveau des odds, moins de 290, probablement about right. Kai Asakura, si vous ne vous souvenez pas de lui, il a été champion One Championship brièvement. Après ça, il s'est fait signer à l'UFC, puis il a été shooté direct pour un title fight contre Alexandre Pantoja. Premier round, il réussit à placer quelques bons shots comme Pantoja, se fait takedown, se relève, bref, se fait battre, je pense, mais pas dominer largement. Deuxième round, ça a pris un back take, puis il s'est fait choker, fait que not un good look. Contre Tim Elliott, on sait Tim Elliott, il a un style vraiment weird. Je pense qu'il peut donner de la misère à pas mal n'importe qui dans la division. Difficile de s'adapter à ce type d'athlète. Puis, Tim Elliott qui a réussi à aller chercher, initier le grappling puis chercher la sub au deuxième round également. Fait que clairement, Asakura, je pense qu'il y a des grosses lacunes au niveau du jiu-jitsu et probablement de la lutte, mais c'est un striker élite. Son striking de toute beauté, c'est un spécialiste des genoux.
Son left knee au corps, ses flying knee, pas qu'il fait juste des genoux, là, mais c'est pratiquement sa marque de commerce, entre guillemets. Excellent all-around, il est rapide, il est explosif, il est très technique. Fait que debout, c'est son dada. Quelques défaites par KO en carrière. Mais non, au shame, il y a Kyoji Horiguchi qui l'a battu par KO. Puis actually, il avait gagné le premier match. Fait qu'une victoire contre Kyoji, ça look good. Il avait battu Manel Cap. Il s'est fait ensuite knocker par Manel Cap, un autre super high level guy. Ces deux-là vont s'affronter là, dans pas long. Fait que oui, c'est fait KO, mais pas vraiment la crème de la crème. Puis là, je pense que contre Cameron Smotherman, c'est un gros lay-down en compétition. Smotherman qui n'a pas énormément d'expérience au UFC level. Vous voyez, là, 3 combats. A battu Jake Hadley, décision unanime. Performance correcte. Puis après ça, perdu 2 décisions unanimes back-to-back. C'est pas un grappler. Je veux dire, on parlait des lacunes de takedown, de lutte, de jiu-jitsu de Asakura. Ben, je pense que c'est encore pire du côté de Smotherman. Fait qu'Asakura, il n'a pas vraiment à s'inquiéter de se faire amener au sol ici. Je pense qu'il y a probablement même l'avantage de lutte s'il veut amener le combat au sol. Puis debout, il est beaucoup plus technique et rapide qu'un Smotherman. Plus technique également. Fait que je pense que oui, Smotherman devrait avoir des moments debout. C'est un striker décent, mais je pense que Asakura est vraiment 1-2 niveaux là, au-dessus facilement là, de Smotherman en termes de striking pur. D'après moi, il va être capable de edger. Le fait que ce soit bantamweight, oui, il give up un petit peu de size, mais il ne devrait pas avoir de problème de cardio ou de coupe de poids. À l'inverse de Smotherman, qui vous souviendrez, il devait se battre contre Ricky Turcios, puis il a pass out, il s'est pesé, puis il avait passé out, il s'est évanoui juste en débarquant de la pesée devant les caméras. Probablement que vous vous en souvenez, c'était une image assez marquante. Là. Vous ne savez pas trop ce qui se passait. Faceplant tombe en pleine face première, combat annulé. Fait que je pense que c'est une coupe de poids difficile pour lui. Puis clairement, ça va avantager Kai Asakura, qui se bat pas à domicile, mais pas loin là, en Chine. Fait que je vais favoriser le japonais en ce spot. Puis je pense qu'il va être capable d'aller chercher sa première dub au UFC level. Est-ce que ça va être un KO? Je ne suis pas certain. Probablement une décision assez convaincante là, du côté de Kai Asakura. Next up, on a Sergey Pavlovich qui retourne dans la cage face à Talishan Teixeira. Pavlovich 23 chez les pros, 9-1 du côté de Teixeira. Pavlovich un gros favori et je comprends pourquoi. 34 ans, 26 ans, combat chez les heavyweights, 6-3 versus 6-7. La portée, avantage Pavlovich, là, drôlement, communauté largement de son côté aussi. Puis je pense qu'il devrait faire une bouchée de Teixeira. Ça reste volatile, c'est un combat heavyweight, une des divisions les plus tricky, on va dire, ou volatiles là, du UFC, mais je pense que c'est un combat où il y a plusieurs niveaux. Tu vois, il est rendu à moins 600 sur certains books. Moneyline, il n'y a pas vraiment de value à ce prix-là, on s'entend, mais je pense que Pavlovich devrait gagner ça easy. First, en termes d'expérience, je veux dire, Pavlovich, ça fait longtemps qu'il est au UFC level. Il s'est battu avec les meilleurs de la division. Là. Vous voyez, là, il y avait une belle streak. Il a perdu contre Overeem, contre un Prime Alistair à son début. Après ça, enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires par knockout. Contre certains, là, bon non. Là, on parle de Derrick Lewis quand il était bon, Tuivasa quand il était décent aussi, Curtis Blades, fait que c'est des grosses wins. Après ça, perdu Tom Aspinall, no shame. Volkov, il s'est fait piece-up à distance, puis je voyais du monde cette semaine qui disait hey, Pavlovich s'est fait battre par Volkov qui est plus grand puis plus long, Talishan est plus grand puis plus long. T'sais, on peut pas comparer Alexander Volkov puis Talishan Teixeira, c'est un argument terrible. Après ça, beau bounce back contre Rosenstruck, je veux dire, c'était pas un combat flamboyant ou super impressionnant, mais il a réussi à sécuriser la victoire. Puis une belle victoire contre Waldo Cortez Acosta également, qui démontre aussi des belles prouesses là, dernièrement. Pas son dernier fight là, qu'il a perdu, c'était contre justement Volkov. Mais avant ça, il était sur une belle rise. Puis du côté de Teixeira, je veux dire, il a battu une coupe de cap driver, il les a pétés sur la scène régionale, mais depuis qu'il est au UFC level, Arthur Lopez, je le mets dans la catégorie des cannes. Justin Tafa, écoutez, c'est pas quelque chose qui m'impressionne une victoire là-dessus. C'est fait ice par Derrick Lewis au premier round, on se souviendra. Sa dernière performance contre Taito Iwasa, c'était atroce. Il a full mount Taito Iwasa 3 fois, je pense, dans le combat pour réussir à faire des dégâts. Les deux sont dead gas après 5 minutes. C'était une performance terrible contre un Taito Iwasa qu'on s'entend, il n'est plus de calibre UFC. Il vient de se faire battre par Louis Sutherland. Fait que Talishan Teixeira, je veux dire, oui, il a une bonne puissance, il a un bon gabarit, mais je veux dire,
Techniquement, c'est pas super sharp. Il a un bon jiu-jitsu sur papier, mais il ne l'a pas démontré contre Tuivasa. Je pense qu'il est moins physique que Pavlovich. Il cogne moins fort. Il est désavantagé au niveau de l'expérience. Au niveau du cardio également, Pavlovich peut aller travailler pour 15 minutes straight. Alexandre Teixeira, je pense qu'il y a 5-6 minutes de cardio gros max, puis je suis probablement généreux. Il y a un tallman defense, son menton est là, exposé à être crack. Puis je pense que Sergei Pavlovich va aller chercher une grosse victoire par knockout là, samedi. Il y a des niveaux là, à la Heavyweight Division, puis je pense que Alexandre Teixeira, il est vraiment là, au bottom là, de la division. Fait que donnez-moi Pavlovich là, avec une victoire convaincante là, par knockout samedi. Prochain fight, on a Ming Yang Zhang qui affronte Alonzo Menifield. Zhang qui va combattre dans sa cour arrière à nouveau. Favori à moins 220 ici. Je pense que ça a quand même bougé là, assez largement. Plus 180 Menifield. 27 ans, 38 ans pour Alonzo. 27 ans, il est plus jeune que ce que je pensais. Ming Yang. Combat chez les light heavyweight, 6 pieds 2, 6 pieds, 75 pouces de reach, 76 pouces. Très semblable. Communauté en faveur là, du Chinois. Puis les odds, vous voyez, moins 240. Je pensais que c'était un plus gros favori que ça, Zhang. OK, quand même. Puis écoutez, d'après moi, il va smoke Menifield. C'est mon feeling. Ming Yang Zhang qui cogne très fort. C'est un finisher. Je crois que toutes ses victoires, on va aller voir, là, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, sont par finish et tous au premier round. Oui, vous voyez, 19 wins au premier round. Fait que c'est clairement là qu'il gagne le plus souvent du temps. Est allé une seule fois à la décision. Et ses défaites sont presque tous par finish aussi. Vous voyez, 7 défaites, 6 par finish. Son cardio, point d'interrogation, là, on ne l'a pas vu extend souvent. Je pense pas que c'est un dude qui peut pousser un super high pace pour 15 minutes. Puis il pousse un gros pace early. Il veut tenter de finir le fight au plus sacrant. Très dangereux striking. Il cogne fort, il est explosif, il est rapide. Close range avec ses coudes, c'est nasty. Mais par contre, des fois, il peut s'exposer. Sa défensive est moins peaufinée que son offensive, j'aurais tendance à dire. Mais contre Menifield, écoutez, Menifield a la capacité de contre-attaquer avec des bombes, des gros counter-hooks, des counter-overhand. Fait que quand même, il faut que Ming Yang Zhang il mène les P's and Q's. Il ne peut pas juste foncer reckless comme il fait à l'habitude. Alonzo Menifield, par contre, qui se laisse, on l'a vu lately, même son dernier fight contre Esdemir, il se laisse backer contre la cage, là. Beaucoup trop. Là. Il passe, ça dure 1 minute 20, il est dos à cage presque tout le long. Il essaye de contrer, touche quand même avec un bon punch early. Mais Ozdemir qui met de la pression méthodique, in-out, sélectionne ses shots, puis le met KO avec les premiers coups qui touchent vraiment la cible clean. Fait que je pense que son menton, il est pas mal effrité. À 39 ans, ça va pas s'améliorer. Puis ça fait combien de temps de ça? Novembre, ça fait pas si longtemps que ça. Vous voyez, là, novembre là, 2025, qui s'est fait geler assez brutalement par Ozdemir. Avant ça, quand même expose Omarcy, qui était un hot prospect. Julius Walker, bof, on s'en reparle. Mais sinon, ces 2 autres défaites auparavant, ce sont aussi des knockouts assez brutales. Fait que je pense vraiment que sa durabilité, là, et elle a pris le bord rendu là, ça va pas aller en s'améliorant. Menton suspect, l'autre qui est comme un troc à domicile, plus jeune. Je pense que Ming Yang Zhang a beaucoup d'expérience déjà, mais il est vraiment sujet à avoir fait du progrès là, depuis son dernier fight, qui a été quand même un step back important. On s'entend contre Johnny Walker. J'étais sûr qu'il allait smoke Johnny. Finalement, ça se rend au 2e round, somehow, puis il se fait hit le mollet. Ça shut down sa jambe. Finalement, ça affecte toute sa game. Il se fait terminer par Johnny Walker. Fait que pas nécessairement un good look. J'aurais aimé ça le voir terminer Johnny. Ça s'est pas passé. Je pense qu'il va avoir appris puis évolué de ce fight-là. Il va travailler fort puis il veut aller effacer la petite tache là, sur son dossier. Avant ça, il n'était pas contre nécessairement le plus haut niveau de position, mais il était sur une grosse séquence là, de finish. Puis je pense que c'est un spot pour Ming Yang Zhang où est-ce qu'il peut aller rechercher là, un momentum. Est-ce que le dude est top 10, top 5 de la division? Je ne suis pas certain. Mais je pense vraiment que ce qu'il faut là, pour aller chercher une victoire assez impressionnante contre Alonzo Menifield qui est au bout de sa carrière. Donc, donnez-moi Ming Yang Zhang par knockout et probablement là, au premier round, fidèle à son habitude. Et puis la finale, guys, on ne va pas trop s'attarder longtemps là-dessus. Je pense qu'on a pas mal tous la même idée là, de ce combat-là. On a Song Yadong qui va affronter Deiveson Figueiredo. Song Yadong, 22-9-1 chez les pros, 25-6-1 pour Figueiredo.
Yadong, gros favori évidemment. La Chine versus Brésil. 28 ans, 38 ans. J'avais pas à croire non plus qu'il y a juste 28 ans. Avec toute l'expérience qu'il y a à ce niveau-là. Combat chez les bantamweight, Figueiredo qui a manqué le poids à son dernier combat, c'était vraiment pas un good look. 5-5 versus 5-8 pour Yadong, puis aussi un avantage, non, désavantage de portée de Yadong de 1 pouce au niveau de la portée. Communauté largement du côté de Song, et je comprends pourquoi. De prime abord, on a UFC China, on a la star chinoise en Song Yadong en finale. Ils veulent lui donner un winnable spot, ils veulent lighter le crowd pour le main event, puis je pense que c'est ça qui va arriver. Song Yadong, beaucoup plus jeune, opère plus efficacement à haut niveau récemment. Et Figueiredo, 38 ans, qui est sur un déclin, on le voit physique. Oui, il s'est battu contre des adversaires de qualité récemment. Il a été champion incontesté des 125 livres, super élite dans son prime. Sa transition à 135 livres par après a été plus smooth, puis il nous a surpris, je pense, un peu tous avec ses 3 combats ici qu'il est allé chercher. Mais on a vu contre le upper echelon de la division, et c'est plus tough. Petroyan qui l'a dépecé là, sur 5 rounds. Puis je m'attends à un combat de ce style-là un peu, du même type de fight. Contre Corey Sandhagen, il s'est fait, c'était une blessure, mais je veux dire, il s'est fait dominer du début à la fin là, du combat. Blessure causée par Corey Sandhagen. Contre Molten Jackson, qui est, je suis pas super high, qui est allé chercher une split decision, fine. Puis sinon, contre Umar Nurmagomedov, j'aurais aimé ça voir un finish de Umar, mais il s'est fait dominer pour la totalité du fight également. Figueiredo, je pense qu'il cogne encore dur, qu'il a encore un tricky jiu-jitsu, mais qui n'a pas nécessairement la lutte, la physicalité pour take down Song Yadong à répétition pour 5 rounds. Fait que je pense pas vraiment qu'on le va utiliser énormément son jiu. Ça pourrait arriver par moment, mais je pense que Yadong a les outils pour s'en sortir. Puis au niveau du striking, oui, il pourrait toucher avec des power shots, mais je pense vraiment qu'Yadong est plus explosif, plus athlétique, plus de volume, probablement plus d'outils diversifiés dans son sac. Il va outwork là, Figueiredo debout, j'en suis pas mal persuadé. Je pense que la durabilité, Song Yadong est de son côté également. Le dude est super tough. Son cardio, Figueiredo qui t'a à ralentir late, et puis encore plus là, ses derniers combats. Song Yadong qui a fait des 5 rounds, qui nous a prouvé qu'il peut pousser un gros pace sur 25 minutes, puis qui est aussi dangereux. Vous voyez, le finish au 5e round contre Ricky Simmons, il faut le faire. Aussi dangereux late qu'au début. Fait que je pense vraiment que ça va être une clinique là, pour Song Yadong. Puis que Figueiredo, il n'y aura pas nécessairement une tonne de gros moments dans ce fight-là. Peut-être qu'il va toucher avec quelques bons coups par-ci, par-là. Mais Yadong que la mâchoire pour encaisser tout ce qui va arriver de son côté. Il y a eu quelques défaites aussi chez les bantamweight, mais vous voyez, c'est contre aussi la crème de la crème. Corey Sandhagen, c'était une coupure, là. En plus, c'était même pas un vrai knockout qui a été le combat. Je pense qu'il aurait perdu quand même là, sur la carte des juges, mais il s'est pas fait KO. Contre Petroyan, il a perdu décision unanime, mais ça a été une grosse guerre. Sean O'Malley, same thing. Fait que je pense que Yadong a un ceiling beaucoup plus élevé à son âge. Il continue de faire du progrès. C'est vraiment un set-up spot là, pour qu'il y ait une grosse victoire le samedi. Fait que donnez-moi Song Yadong. Je pense qu'il va terminer Figueiredo. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais on pourrait avoir une surprise. Oldman Figueiredo nous a prouvé à maintes reprises qu'il était quand même durable. Mais d'après moi, ça va être un petit peu too much là, pour où est-ce qu'il en est dans sa carrière. Fait que donnez-moi Song Yadong pour closer la carte avec brio. Et c'est ce qui conclut le breakdown pour UFC China. Fait que là-dessus, guys, soyez responsables. Je vous souhaite un beau week-end. Prudence avec vos plays. N'hésitez pas à me faire signe si vous voulez jaser d'un combat, vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Et mettez vos alarmes si vous voulez écouter les combats live. Peace out.